Voilà, donc pour la deuxième partie, toujours sur la libre antenne, toujours avec Jérôme Ménez. Dur d'être conspi. Dur, ouais, c'est dur. Hein, mais on s'en fout, on assume. C'est dur d'être conspi, effectivement, de nos jours. Dur. Alors, justement, c'est bien parce que il va nous permettre de faire la transition, parce que conspi, on entend parler, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau mot encore de cette nouvelle langue? Alors, les conspi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça sort? Parce que c'est bien, parce que toi, tu as été rechercher un peu l'historique. Ouais, mais en même temps, c'est pas compliqué, quoi. Je veux dire, il suffit d'aller chercher un tout petit peu sur Internet et retrouver des documents. Et donc, page 197, si tu veux. Voilà, à un moment, je fournis le dispatch officiel, le document de la CIA, qui en 1967 avait été créé pour diaboliser, pour décrédibiliser tous ceux qui n'acceptaient pas les conclusions de la commission Warren. Commission Warren sur l'assassinat de Kennedy, qui dit donc Lee Harvey Oswald est le seul et unique à avoir tué. Voilà. Parce que personne, faut bien comprendre, parce que bon, maintenant ce sont des événements, nous, qui nous paraissent loin, il faut bien comprendre qu'au moment de la mort de Kennedy, il y a, enfin, à partir du moment où la commission Warren va rendre son rapport, il y a une vague de contestation. Il y a énormément de gens qui contestent, en fait, les conclusions du rapport. Non, mais la balle magique, elle tient pas la route. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a 11 balles, la balle magique, je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc, forcément, à un moment, c'est un réflexe de bonne santé mentale. Non, mais c'est vrai, un réflexe de bonne santé mentale que de dire, attendez, là j'y crois pas, là, c'est quand même trop gros. C'est pas subtil, c'est trop gros. Donc en 67, la CIA a mis en place ce document que je montre là, qui est accessible sur Internet, et qui était vraiment là pour décrédibiliser tous ceux qui étaient qui refusaient de croire à la version officielle. Et puis bon, évidemment, après ça a été popularisé par l'attentat du 11 septembre, enfin les attentats du 11 septembre. Et puis, parce que c'était le média, là encore, c'était la société du spectacle et du médiatique. Très bonne expression, tu m'as dit, l'histoire médiatique se répète. Oui. Mais voilà. Kennedy, c'est-à-dire pareil, commission, plein de gens qui remettent en question des questions. Les méthodes de conditionnement et les méthodes de fabrication du consentement des populations se répètent. Et ça se répète, alors certes, il y a peut-être un volet technologique en plus au niveau des médias aujourd'hui. Ouais. On est, comme je disais tout à l'heure, saturé d'images. Mais les techniques et les buts, enfin les mécanismes mis en place sont globalement les mêmes. Donc voilà, il faut absolument discréditer quelqu'un sans avoir à traiter du sujet. Parce que si on traite du sujet et qu'on creuse... Oui, voilà. Donc tout est fait pour, alors on va dire, foudroyer le messager, évidemment. Pour le décrédibiliser. Ne pas faire attention au message. On est là pour foudroyer le L'objectif, c'est pas de chercher de la vérité. La vérité, aujourd'hui, le média, il s'en fout complètement. Le spectacle ne cherche pas la vérité parce que quand il a un morceau de vrai, il va le retourner pour qu'il soit au service d'une idéologie étatique, si tu veux, et aujourd'hui médiatique. Donc voilà, donc ça c'est un des points que je voulais balayer absolument parce que j'en avais marre d'entendre complotistes, machin. En gros, c'est alors oui, il faut pas tomber non plus. Faut pas tomber non plus dans le... Ouais, moi je sais pas, après faut pas aller trop loin, quoi. Alors ça c'est marrant parce qu'on nous dit toujours... Moi j'aime bien m'attaquer aux sources ouvertes, quoi. Vraiment à chaque fois je donne des sources ouvertes vérifiables. Ce que je dis dans mon bouquin, c'est surtout ne me croyez pas, quoi. Ne me croyez pas, vérifiez par vous-même. Voilà. C'est important de surtout ne pas croire, parce que le problème de la France aujourd'hui, c'est ça le mal. Je lisais l'autre fois Perfit, que je cite à un moment aussi dans le bouquin. Le mal français, c'est de croire, c'est de trop croire, c'est la crédulité, quoi. Et il faut chercher, il y a un moment, il faut se faire violence et il faut lire des bouquins, il faut lire des articles, il faut lire des PDF, en anglais des fois, oui. Oui, alors justement, on parle de complot, voilà, médias. Là, on a un bon exemple, vous voyez, c'est sorti aujourd'hui. Ça, c'est la couve. Un journal très connu, voilà, pas besoin de le citer. Alors je lis, évidemment, le plan secret des Américains. Alors déjà, ça sonne... Ça, c'est complotiste, ça. Ça sonne complotiste, pardonnez-moi, messieurs, mais le plan secret des Américains. Avec, donc, évidemment, sous le titre, l'accroche, Barack Obama veut conclure l'accord TAFTA
nos révélations sur ce traité commercial avec l'Europe qui pourrait bouleverser nos modes de consommation. Bien joué les gars, mais 5 ans trop tard. Non mais sérieusement, c'est complètement délirant. Quoi. Voilà, parce que... Et ça, faut y croire, et puis faut, je sais pas, enfin, c'est... À quoi ça sert ? À quoi ça sert de faire cette une-là ? Parce que, sincèrement, aujourd'hui, les gens, ils ont Internet, les gens, ils s'informent, ils parlent entre eux, tu vois. Ils lisent l'anglais aussi, ils ont... voilà. Ça, le TAFTA, je veux dire, même les manifs, il y a eu des tas de manifs. Il y a eu des manifs en Allemagne 2012 aussi, voilà, en France. Donc, à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'ils veulent insinuer par là ? Le plan secret des Américains, mais c'est plus secret depuis au moins 5 ou 6 ans. Quoi. Oui, déjà un plan... Arrêtez, quoi. Ce sont de vrais complotistes, ce Parisien, parce que parler d'un plan secret des Américains... sur Méta TV, ça fait, on en parle depuis la création, donc, et on en parlait déjà avant. Alors, je sais pas, ou alors soit on est mieux informé que le Parisien. Alors, mais qu'est-ce qui Mais on est, si tu veux, en plus il y a tout un emballage parce que même, bon, on va pas passer 3 heures dessus, mais enfin, le titre, la manchette, c'est TAFTA, l'arme fatale du commerce américain. Bon, bah, l'arme fatale, tout de suite, tu penses l'arme fatale, tu penses Mel Gibson, Danny Glover. Il y a un emballage à chaque fois autour de l'artistique, autour du cinéma, il y a toujours un emballage bien précis pour faire passer des idéologies bien précises. Voilà, il parle de l'oncle Sam qui se frotte les mains. Voilà, c'est toujours un peu la même chose et surtout, ça nous infantilise parce que moi, je l'ai pas lu, hein, je le lis pas parce que, mais qu'est-ce que ça veut dire une une pareille quoi, une une pareille. Je veux dire, tu me l'as sorti c'est une archive ou quoi non? Ah non, elle est sortie aujourd'hui. C'est incroyable. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ils nous prennent vraiment pour des crétins quoi. Ouais, j'ai trouvé ça fabuleux parce que et puis aussi justement, ça montre bien en fait finalement. Il y a une certaine, il y a certaines idées, une certaine sémantique qui quand elle est utilisée dans la bouche de certains, on est taxé de complotisme, mais quand c'est un grand média qui lui s'y prête, ça ne pose aucun problème, puisque toi, t'aurais titré, j'imagine, le plan secret des Américains, le TAFTA, mon Dieu. Mais on se fout de ma gueule, c'est évident, t'es qui, toi, remballe ton bouquin, quoi. Voilà, c'est pour ça que ça m'a fait, je me suis dit que c'était vraiment avec la thématique de ce soir, et... parce que toi, t'as bien décrypté ça. À un moment aussi, tu parles des Anonymous. Alors moi, ça m'a bien trouvé. Ouais. Est-ce que tu les aimes... Enfin, allez, on va pas dire que tu les aimes pas, mais... Non. Tu crois pas trop aux Anonymous. Je pense que là aussi, il y a une idéologie derrière. Et quand tu regardes les financements, quand tu regardes d'où ça vient, tu tombes à chaque fois sur les États-Unis. Anonymous, pour moi, alors je l'explique dans un cadre précis, qui est l'existence de pseudo-gangs, pardon. Enfin, je dis gang parce que je l'ai lu en anglais dans un bouquin d'un général britannique des forces terrestres qui s'appelle Frank Kitson, qui s'appelle Low Intensity Operations. Et c'est un rétexte, ce qu'ils appellent un retour d'expérience sur les méthodes de contre-insurrection mises en place, notamment au Kenya, notamment à Chypre, notamment les troubles en Irlande. Donc c'est vraiment dans le contexte de la contre-insurrection britannique. C'est vraiment pour saper toutes les velléités insurrectionnelles ou révolutionnaires qu'ils ont pu voir à la fois en Angleterre, mais aussi et surtout dans les dominions, enfin dans l'Empire britannique. Et si tu veux, il fait une liste de tout un tas de mécanismes justement de propagande, de création de pseudo... on est vraiment dans la narrative, on est vraiment dans le storytelling, dans l'histoire, dans la mise en scène de communication médiatique où ils vont mettre en place des différentes techniques justement pour faire croire qu'il y a des gens, si tu veux, qui comme là, pour le coup, les Anonymous, font vraiment quelque chose et qui ne seraient pas contrôlés, qui ne seraient pas maîtrisés. Moi, ce qui m'embête un peu avec les Anonymous, c'est que derrière, il y a toujours un grand foin médiatique, une grande annonce, Charlie Hop, Anon Hop. En plus, ça s'appelle des psy-op, des opérations psychologiques. Et en plus, ils nomment leur truc Anon Hop, Charlie Hop. Bon, enfin, ça me paraît un petit peu limite dans le sens où c'est toujours au service ensuite de l'idéologie dominante. C'est ça, moi, qui me chagrine, c'est-à-dire que c'est pas un mouvement spontané
dans le sens où tout le monde se réunit derrière une idée. Enfin, parce que les gens se réunissent tous derrière une idée. Si c'était spontané, je pense qu'il y aurait des gens qui ne seraient pas d'accord. Donc c'est pour ça que moi, les financements, et puis aussi, tout le monde se revendique Anonymous, quoi. Tu mets un masque, t'es Anonymous. À mon sens, c'est ce que Kitson appelle un pseudo-gang. Enfin, là encore, faut pas aller trop loin dans les mots. C'est un groupe de personnes, mais qui est au service d'une idéologie. Je pense qu'il y a des gens quand même il y a une tête derrière qui dit ça oui, non, ça oui, on peut le faire, ça non. Parce qu'ils sont plus beaucoup dans la posture, parce qu'ils annoncent, mais qu'est-ce qu'ils font Oui, vraiment ? voilà, il y a beaucoup d'annonces et au final, c'est les coups d'épée dans l'eau. Alors ça ne veut pas dire qu'évidemment, il y a des Anonymous très sincères, évidemment, comme toujours, qui sont des hackers, qui connaissent bien le boulot et qui font leur taf et qui sont peut-être qui ont peut-être de très bonnes valeurs, hein. Sauf que moi ça me chagrine parce que c'est toujours un peu la même chose, c'est toujours au service d'une même idéologie étatique et ça me rappelle vraiment le bouquin de Kitson donc, qui s'appelle Low Intensity Operations, Frank Kitson. C'est un bouquin là aussi qui a été publié en 71 je crois, ou 71 ou 72 et qui a été très rapidement enlevé de la publication parce qu'il disait justement beaucoup de choses. Il disait beaucoup de choses sur les techniques de contre-insurrection de l'armée et puis du renseignement britannique. Voilà. Okay. Et alors, un petit mot sur les chemtrails, un sujet... parce que alors, les chemtrails, c'est un sujet qui est évoqué par pas mal de personnes. Nous, ici, on a déjà évoqué à plusieurs reprises. Ouais, tu parles d'ACPICA de Clermont-Ferrand, justement, voilà. Que tu as été allé à la rencontre. Nous aussi, elle est venue ici. Ouais. Donc, et pourtant, c'est un sujet qui pose énormément de polémiques. Il y a beaucoup de gens qui s'y opposent. Il est souvent, on va dire, pris en exemple par nos détracteurs comme l'alpha et l'oméga, justement, du conspirationnisme, en disant, regardez, il parle des chemtrails, c'est-à-dire la non-existence absolue d'un phénomène, alors que toi, pas du tout. Non, mais oui, il y a aussi quelqu'un qui est super intéressant que tu as accueilli ici, qui est Yannick Rochy, de l'association Le Ciel qui nous est tombé sur la tête. Le Ciel nous est tombé sur la tête, voilà. Lui, ce que j'aime bien, c'est que là aussi, il part pas dans des délires de fantasmes, etc. À chaque fois, il part sur des documents sourcés. C'est aussi un peu ma méthode, hein, partir sur des documents sourcés. Là encore, il y a un terme, hein, donc il y a chemtrail. Moi, j'ai fait des recherches justement là-dessus, sur tout ce qui était épandage aérien. Voilà. Les épandages aériens. Et là encore, il y a des brevets qui existent depuis 1920. Ouais. Donc, il faut aller chercher. Donc, j'en cite que deux, hein, deux parmi les plus intéressants. Sinon, le livre de Claire Sévrac, elle en cite plein d'autres dans son livre. Bon, voilà. Notamment sur les patentes, hein, les US patentes, donc les brevets qui ont été déposés pour justement toutes les bonnes techniques d'épandage, quelle que soit la hauteur, et le matériel qu'on met dedans, donc les produits qu'on met dedans. Donc ça, je l'indique, je mets la source, donc c'est vérifiable, les gens peuvent aller vérifier, et c'est vraiment... tout est dit dans le brevet. Là aussi, j'ai creusé un peu, j'ai cherché un peu. Tu as des tas d'autres pays qui s'en vendent. Par exemple, les Chinois, lors des JO de 2008, ils ont clairement... Alors, il y a plusieurs choses, hein. Il y a les épandages aériens, il faut bien savoir de quoi on parle. Mais tout ce qui est... donc les Chinois qui ont balancé je sais plus, c'est du iodure d'argent, pour faire pleuvoir le cloud à distance, à distance, pour pas que à la cérémonie d'ouverture il y ait de la flotte. Voilà. Bon, ça, mais c'est un parmi tant d'autres. Les Australiens aussi ont créé un programme pour faire pleuvoir carrément. C'est Rainmaking, quoi. Rainmaking Act. Bon, les Australiens ont fait ça. Oui, tu parles. Israël aussi dit qu'il fait pleuvoir, ils arrivent à faire pleuvoir. Et puis en France, Cocorico, dans les années 70, il y a là aussi, je cite un document de l'INA. Là encore, si l'INA est complotiste, faudra revoir nos sources, qui parle là aussi d'envoi de d'iodure d'argent pour éviter les grêles
pour éviter les chutes de grêle qui détruisaient les vignobles, je crois que c'était en Bourgogne, je ne sais plus si c'était en Bourgogne ou dans le Bordelais, il me semble que c'était dans le Bordelais. Ils faisaient, quand la météo prévoyait de la grêle, ils envoyaient des grosses fusées avec du iodure d'argent, que ce soit par la terre ou bien accrochées sur les ailes d'un avion, pour pouvoir justement agir sur le climat. Pour pas que la grêle, si tu veux, pète les vignobles. Donc tout ça, j'aime bien, parce que dans l'extrait de Lina, le mec dit, comme vous le savez tous, l'utilisation de iodure d'argent, etc. Et comme vous le savez tous, bah, si tu veux, en 70, peut-être les gens le savaient, mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, il ne faut plus en parler. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit de parler de ça. On n'a plus le droit de parler de la manipulation du climat. Les Américains font ça, il y a des blobs radars en plein milieu d'État pour justement bloquer, il y a des sources militaires pour bloquer la vision peut-être russe ou chinoise sur les radars de ce qui est fait en dessous. Donc les blobs radars, c'est connu, ça se fait, je veux dire, tout ça, ça existe. Et aujourd'hui, en plus, si tu veux, je pense que leur objectif, c'est surtout d'arriver à combattre un petit peu les effets de serre, les gaz à effet de serre. Ouais. Maintenant, c'est pas en mettant des métaux lourds, du barium et compagnie que... Ouais, parce que les taux de barium, strontium, tout ça explose. Alors voilà, aussi, donc moi, justement, quand je vois les gens, quand je vois Claire Henriot ou Yannick Rochy, je me dis, je suis cartésien, je n'y crois pas, et ben je vais faire les tests moi-même. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je montre dans le bouquin. J'ai fait des tests sanguins et j'ai pu démontrer que j'ai un taux, c'est un cas particulier, mais je pense qu'il faut le faire, il faut faire ces choses-là. C'est un test d'analyse sanguine qui coûte cher, qui coûte, je crois que c'est 44 € pour le barium et 37 € pour le strontium. Pour voir ce qu'on a dans le sang, et j'ai pu vérifier que j'ai 23 fois la norme de barium dans le sang, donc je suis intoxiqué au barium, et aussi au strontium où j'ai seulement 4 ou 5 fois la norme, tu vois, les valeurs usuelles. Tu sais, quand ils te font des analyses sanguines, tu as des valeurs usuelles. Voilà. Et j'avais fait l'aluminium aussi, l'aluminium ça va, c'était dans les clous. Mais il y a une forte intoxication possible. Alors là par contre, je ne dis pas d'où ça vient, parce que je n'ai pas pu vérifier d'où ça venait. Quand j'ai contacté le CHU d'Angers pour savoir est-ce qu'il y avait un protocole un peu expérimental pour pouvoir arriver à déterminer d'où ça venait, est-ce que ça vient de l'eau? Parce que par exemple, Areva-Mines utilise le barium pour purifier l'eau dans ses centrales d'épuration. Est-ce que ça vient de la nourriture? Est-ce que ça vient des gaz d'échappement? Est-ce que ça vient des plaquettes de frein? Parce que je sais qu'aujourd'hui, ils peuvent mettre des métaux lourds aussi dans les plaquettes de frein qui, peut-être qu'autour de Paris, si tu veux, t'as des fines particules qui remontent, qui restent souvent assez longtemps en l'air, et puis qui redescendent ensuite. Et si tu veux, là aussi, on a retrouvé dans les bacs à sable de Paris des taux en barium, je veux dire, qu'on en trouve dans le sol, oui, mais dans les bacs à sable, si tu veux, d'où il vient, quoi, d'où vient ce barium, quoi. Je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on ait une réelle commission d'enquête, si elle n'est pas nationale, au moins, je ne sais pas, dans un secteur bien défini. Il y a des députés qui ont demandé, en plus, qui ont posé des questions, tu l'évoques aussi, qui sont déjà manifestés sur cette question. Ouais, mais c'est très peu, et là encore, il y a une petite loi du silence. Ils ne sont pas spécialement pris pour des farfelus, mais on l'a bien vu même aussi avec le tollé du bouquin de Verdier, je crois que c'est Verdier, voilà, oui. sur les manipulations du climat. Ouais. Ça existe, il y a des brevets déjà depuis 1920, il y a un moment, ça va faire 100 ans, quoi. Et puis les premiers tests, c'était 1891, je crois. Dès qu'on arrivait à faire de l'avion, on arrivait à faire des longs trajets en avion, ils avaient commencé déjà à tester la manipulation du climat. Je veux dire, il y a une chape de plomb en France qui est juste insupportable, quoi. C'est ça, parce que... Sur certains sujets comme ça, et pourtant il y a il y a la documentation qui est disponible. Voilà, je fournis les sources, je fournis les patents, les brevets, je veux dire, j'ai fait 2 analyses évidemment, parce que là encore, dur d'être complotiste, j'ai fait une première analyse, peut-être que la première analyse était fausse. J'en ai fait une deuxième.
Là aussi, c'est pas remboursé, hein, tout ça. Donc, tu m'étonnes du coup que peu de gens fassent ce test et se rendent compte qu'il y a une réelle intoxication au strontium et au barium, et peut-être à d'autres choses. Hein. J'ai pas testé le cuivre, le manganèse, le lithium ou autre. C'est que, si tu veux, c'est payant et non remboursé. Et c'est payant, c'est pas un test à 3 €, c'est 44 ça fait, si tu fais un seul test sanguin pour les 2 produits, t'en as pour 81 € de ta poche. Tu vois. Donc forcément, tu m'étonnes qu'il n'y ait pas de base documentaire liée à cette analyse toxicologique. Ouais, parce qu'il faudrait effectuer des tests, on va dire, sur une grande échelle. Grandeur nature, pour avoir... Ou une grande échelle, des gens en plus qui soient consentants à se faire dire qu'ils sont peut-être intoxiqués ou pas. Quoi. Parce que peut-être que les gens n'ont pas envie de le savoir non plus. Ils savent que l'air qu'ils respirent, parce qu'ils sont autour de Paris, l'air est pollué, on le sait, mais ils ne veulent pas en savoir plus. Ils ne veulent pas avoir les chiffres précis d'un laboratoire d'analyse sanguine, donc il n'y a pas de complotisme, qui leur disent, les gars, vous avez du barium, vous avez des métaux lourds dans le sang. Quoi. Et on n'arrive pas spécialement à savoir si c'est à l'échelle nanométrique, si c'est des particules micro ou nanométriques, parce qu'à un moment, tout ce qui est nano, ça peut rentrer dans tes cellules, faire des dégâts. Quoi. Pour l'instant, je suis encore... malgré l'intoxication, je suis encore en vie, mais il faudrait arriver à trouver des protocoles pour arriver à populariser la question, faire des débats, et puis lancer peut-être une commission d'enquête, quelque chose. Quoi. Aux États-Unis, ça avance sur ces sujets-là? Moi, sincèrement, aux États-Unis aujourd'hui, j'en sais pas plus. Je pense que Claire Henriot et Yannick, eux, savent beaucoup de choses là-dessus. Alors après, il y a eu effectivement des gens très précurseurs là-dedans et qui ont posé des questions au Congrès, etc. Maintenant, aujourd'hui, quel est l'état, j'en sais pas plus. Aujourd'hui, en 2016, je sais pas. Oui, j'ai vu cette journaliste qui va dans les couloirs du Congrès, elle interpelle chaque sénateur sur le sujet. Il y en a très peu qui sont intéressés. Hein. Ils n'aiment pas le sujet. D'ailleurs, ils n'aiment pas trop non plus ARP. Alors, ARP, c'est pareil. ARP, on ne peut plus... tu fais référence même à un reportage qui était passé sur iTélé en 2008. Ah bah oui, là aussi, ARP... ARP, c'est vieux maintenant. ARP, c'est admis, mais pourtant, ça paraît encore un peu fou quand on parle de ce projet-là. Ouais, je crois que c'était iTélé qui avait fait un reportage, là aussi, il faudrait dire, est-ce que iTélé est complotiste ou autre? Non, mais ARP, aujourd'hui, apparemment, ça semble quand même nécessiter beaucoup, beaucoup d'énergie, et il y a beaucoup d'autres endroits, justement, où ils font du brouillage et de l'ionisation de l'ionosphère, parce que justement ça permet de faire des communications avec, à longue distance et avec les sous-marins. Il y a un bouquin que je peux conseiller aussi aux gens que ça intéresse, tout ce qui est, si tu veux, électromagnétisme, armes non conventionnelles, c'est Les armes de l'ombre de Mark Filterman. Ce bouquin-là encore, il est sur Internet, il est en PDF, il est disponible. Les armes de l'ombre, Mark Filterman, où il fait donc c'est un ancien de l'armée de terre, il me semble, je veux pas dire de conneries, qui travaillait dans les transmissions. Donc là aussi, le mec, il est tamponné, quoi. Je veux dire, il y a pas de problème, il a tout ce qu'il faut. Et il t'explique en 99 où en était la puissance des développements technologiques autour du magnétisme, des micro-ondes. Des lasers, si tu veux, de la puissance des lasers utilisés dans le domaine militaire. Donc, si tu veux, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres... T'en as à Pine Gap, t'en as un peu partout, t'en as en Australie, en Nouvelle-Zélande, t'en as d'autres aux États-Unis. T'as le projet Sura aussi russe, qui eux avaient un peu d'avance. Ils avaient 13 ans d'avance, je crois, sur tout ce qui était... manipulation, l'ionisation de l'atmosphère. Voilà. Là encore, aujourd'hui, si tu veux, il y a d'autres questions autour de ça c'est plus par exemple sur le magnéto-hydrodynamisme, où tu te rends compte qu'on peut faire voyager à des vitesses supersoniques des avions sans qu'il y ait le bang sonore, si tu veux. Voilà. Il y a aujourd'hui, si tu veux, on a des capacités technologiques qui nous dépassent.
Sincèrement, les militaires savent faire des tas de choses qui nous dépassent et qu'évidemment, on n'aura pas, qui ne vont pas être claironnés dans les médias. On n'a pas forcément accès. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils veulent faire de tout ça et quel est l'intérêt de le cacher à la population? Est-ce que c'est l'intérêt de le dire 5 ans plus tard dans le Parisien? Enfin, je sais pas, mais oui, ARP, ça existait, mais aujourd'hui, c'est un peu désuet, quoi. C'est un peu désuet. Ça demande beaucoup trop de puissance, en fait. D'accord. Alors, je voulais parler aussi des... tout à l'heure, on a parlé de Nuit debout, de ces choses-là. Ça fait beaucoup penser, évidemment, aux Révolution colorée. Ça aussi, c'est un sujet qui a été traité par des grands médias. On peut citer un grand reportage de Canal+, sur, je crois, c'est Lundi Investigation, qui, d'ailleurs, il y a une interview de Zdrapopovic, enfin, je sais pas trop comment on prononce, bon, les Serbes m'excuseront, et qui nous explique clairement, voilà, ses implications, ses objectifs, donc, voilà, l'organisation Hotport, qui est clairement là pour renverser les régimes qui ne plaisent pas aux États-Unis. Ouais, alors là encore, c'est la doctrine Sharp. Hein, c'est la doctrine Sharp, Gene Sharp, qui a écrit un bouquin enfin plusieurs bouquins, mais notamment un où il explique quelles sont les méthodes pacifiques d'arriver progressivement à un changement de régime. Voilà. Et ça, si tu veux, là aussi, c'est à chaque fois financé par George Soros, ou bien USAID, ou bien l'ANED, ou bien l'IRI, ou bien voilà. Enfin, il y a toujours des financements autour de ces idées qui sont bonnes. Hein. C'est des idées pacifistes, c'est-à-dire on ne va pas utiliser d'armes, mais on va essayer d'utiliser tous les moyens intellectuels pour mettre en place ça. Sauf que quand on interroge Gene Sharp sur le résultat réel des changements de régime, eh ben, le résultat, c'est beaucoup de morts pour, au final, pas grand-chose. Plus de dettes et plus de stratégie du choc, là encore. Après, ça aussi, ça entre dans les techniques un peu militaires de contre-insurrection, quoi. Donc, bon, là, je fournis, je sais plus ce que je donne dans le bouquin, je parle de la méthode Gene Sharp. C'est un peu repris aussi par Kitson dans son bouquin, donc autour des différentes techniques, d'insurrection. Voilà. Ça voudrait dire qu'en France, est-ce qu'on peut envisager que, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, qui mentionnent que les événements de 68 auraient pu être dans le cadre, évidemment, de ce programme de renversement. Il y a eu plein de choses en 68, alors oui, T'as jamais eu d'infos dans ce sens Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a quand même une base étudiante évidente, il y a eu ensuite les ouvriers, certains ouvriers qui effectivement disaient non mais nous on veut pas reprendre le boulot avec un salaire plus élevé, on veut pas reprendre le boulot, on veut un autre mode de vie, quoi. On veut autre chose, on veut justement... peut-être un truc, je ne sais pas dans leur tête, mais peut-être un truc moins basé sur le démos, mais plus sur la communauté de l'être, plus sur le génos, tu vois. Plus sur... on abandonne cette société de l'avoir où il faut consommer, surconsommer, toujours avoir plus. Si tu veux, l'engrenage du salariat, l'engrenage du crédit, de la dette et compagnie. Voilà, il y en a certains qui voulaient vraiment changer de vie, mais il y en a d'autres qui quémandaient un petit peu, qui quémandaient des droits, qui quémandaient des libertés. Et puis il y a aussi, des étrangers ce que j'ai entendu, mais là encore, j'en en parle pas dans mon bouquin parce que j'ai pas de sources précises qui se recoupent, parce que j'essaie quand même d'avoir des sources qui se recoupent. Donc des gens qui avaient proposé des armes, notamment a priori des Anglais, des Américains et des Allemands. D'accord. Qui auraient proposé des armes aux étudiants aux grands, si tu veux, aux gens qui avaient vraiment il me semble que Cohn-Bendit en parle, ça faudrait vérifier, mais il me semble que Cohn-Bendit en parle auprès des partisans vraiment qui communiquaient beaucoup, quoi, qui étaient assez haut placés dans le mouvement.
pas auprès de n'importe quel Pékin qui vient faire manifester. D'accord. Parce que, justement, je fais le lien entre ces événements, c'est toujours ces mêmes un peu techniques de contrôle. Tout à l'heure, on a évoqué le rôle croissant, on va dire même indispensable des médias dans la communication des conflits. C'était central même, je veux dire, ce rôle des médias. Il y a un épisode, tu l'évoques aussi, justement, c'est la Libye, avec les fausses images tournées au Qatar. Ouais. Là, on est au paroxysme un peu de cette stratégie. Ouais, on crée l'information, on crée l'événement, le faux événement, pour arriver à un autre événement bien réel, quoi. Ouais, et puis bon, il y en a plein d'autres qui en ont parlé. Je crois que Franck Pucciari en avait parlé. Oui, il y en avait quelques autres aussi qui avaient parlé de tout ça, de la place verte, non, c'est la place verte, la tout place à fait. verte. Thierry Messant l'a souvent abordé aussi. Oui. Après, bon, alors Thierry Messant, là aussi, je pense qu'il nous donne de très bonnes informations, mais de temps en temps, il met son avis, si tu veux, sans spécialement le mentionner. Donc, bon, Messant, je le lis, j'écoute, je vois, mais je le prends pas en source, parce que de temps en temps, il rajoute son avis. Après... chacun ses avis, mais ce qui s'est passé avec c'était Al Jazeera, même les annonces des bombardements, je sais plus si c'était sur Tripoli ou autre, et les gens avaient témoigné, ils allaient dehors, il n'y a pas de bombardement, il n'y a que dalle. Et en fait, c'est arrivé le lendemain ou 2 jours plus tard, les vrais bombardements. Voilà. Donc ça aussi, comme c'est un effet psychologique. Voilà, les images de Bassora qui ont été montrées à la place de Benghazi, puis c'est une auditrice. Une auditrice qui en parle et qui dit « Mais attendez, pourquoi vous montrez les images ?» En plus, tu sais, c'est un plan très serré. Comme il y a eu avec Mélenchon, tu sais, l'espèce de photo où tu montres qu'ils sont plusieurs. Mais en fait, là aussi, c'est de la technique vidéo. C'est un plan ultra serré pour donner l'impression de nombre. Et c'était pareil à Bassora, où tu avais que des mecs qui manifestaient et tout ça. Et puis ils étaient très peu. Et puis là, l'auditrice appelle, puis leur dit « Mais pourquoi vous montrez des images c'est pas du tout ce que vous prétendez, quoi. C'est pas du tout. La séquence est fascinante, voilà. Si vous la regardez. Ah ouais, non mais. Parce qu'à un moment donné, il y a un truc que le journaliste me fait vraiment. Alors là, c'est vraiment à se plier par terre. Il lui dit « Mais pourquoi croiriez-vous qu'on ferait ça, madame ?» Elle lui répond, mais j'en sais rien, c'est à vous qu'il faut le demander. C'est d'une logique. C'est là aussi un mécanisme de psychologique, quoi, un mécanisme de choc psychologique qui a différentes intensités. Je veux dire, au départ, tu as des petites manifs pour vraiment diffuser au monde, ou au moins au niveau de la région, parce que là encore, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, il y a un conditionnement, une instance géographique de conditionnement des gens. Donc ceux qui vont regarder Al Jazeera, par exemple, il faudra que soit qu'ils aient le satellite, soit qu'ils parlent arabe, soit qu'ils soient dans les... Donc c'est pas tout le monde qui va voir cette même information. Oui. C'est vraiment pour organiser un conditionnement spécifique à un endroit géographique spécifique donné, et c'est pour organiser un genre d'effet psychologique qui va attaquer les gens à leur pyramide de Maslow, comme je disais tout à l'heure, à leur peur, etc. Parce qu'on a vu les mêmes scénarios en Libye, en Syrie, etc. À chaque fois, des espèces de petits groupes, évidemment, qui vient, qui est menaçant. Alors, on tire sur les manifestants, on tire sur les forces de l'ordre, et puis, évidemment, tout s'enflamme, quoi. Tout finit par s'enflammer. Je parle des journalistes aussi de Al Jazeera qui ont fui, qui ont complètement qui ont donné qui sont partis, quoi, qui sont clairement qui ont donné leur démission parce que ils disaient il y avait des choses qui ne doivent pas être dites, quoi. Ouais. Et puis ils remettaient en cause on va dire la version partiale d'Al Jazeera. Al Jazeera, parce qu'Al Jazeera aussi, t'en parles un peu de cette chaîne, c'est vrai qu'on a découvert au moment de la guerre du Golfe, qui se présentait un peu comme une nouvelle vision des choses, s'adressant au monde arabe, montrant une vision quelque part, étant là pour montrer la vision des Arabes dans ce conflit, qui n'était pas, c'était pas... Et pourtant, au départ,
Moi, je suis un peu tombé dans le panneau, comme beaucoup de gens, je pense. Je croyais qu'Al Jazeera était une chaîne, entre guillemets, dissidente, au sens de... qui était là pour apporter une autre vision, en fait, de la chose. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu qu'elle était un organe de propagande. Il y a toujours une propagande. Aujourd'hui, comme je te dis, on est vraiment en phase de guerre de propagande. Donc, il y a l'information dominance, la domination de l'information, et il y a forcément des idéologies à défendre derrière, quoi. Ouais. C'est pareil pour Russia Today. Je veux dire, je suis pas un défenseur de Russia Today, mais aujourd'hui, ce que je vois avec Russia Today, entre autres, mais il y a aussi le FAZ, hein, le Frankfurter Allgemeine Zeitung allemand. Ah oui. Et il y en a quelques-uns aussi comme alors le Guardian, ça dépend des fois. Le Guardian, vraiment ça dépend. Et The Independent, qui fournissent, si tu veux, un sens. C'est-à-dire que ils nous prennent pas. C'est un peu subtil comme propagande, tu vois. C'est fouillé, c'est recherché. Et évidemment, ils vont montrer des images qui leur conviennent, hein, qui ne vont pas aller à leur rencontre, à l'encontre de leurs intérêts. Mais en fait, tout dépend de la subtilité et s'ils nous prennent pour des crétins ou pas. Un peu comme rue 89 en France, c'est ça? Non, je sais pas si on peut comparer. C'est même pas le même niveau. Non, ouais, je sais pas si on peut comparer, mais il y a vraiment une idéologie à servir derrière. Tout dépend du sens vraiment qu'ils vont donner. Est-ce que c'est fait de façon subtile ou pas? Est-ce que au fur et à mesure que l'histoire se passe, au fur et à mesure que d'autres faits arrivent, est-ce que tu arrives justement à créer des liens? C'est ça qui est important dans l'information, c'est de se rappeler de ce qu'il y avait il y a 1 an, il y a 5 ans. C'est pour ça que j'ai une grosse base d'archives, hein, je t'avoue. Ouais. J'ai pas mal de terras d'archives. Et c'est là où tu peux voir qu'il y a des liens, comme avec l'affaire Khodorkovsky. Il y a des choses... voilà, alors après, peut-être... je ne suis pas en train de dire que Poutine n'a pas... Enfin, on met tout le temps des choses derrière Poutine, si tu veux, mais aujourd'hui, il faut arriver à dépassionner le débat. Arrêtez de dire que Poutine est derrière tout le monde. Aujourd'hui, les oligarques ont beaucoup de pouvoir. Le Premier ministre a plus de pouvoir que Poutine. Lui, Poutine, c'est un effet si tu veux, de présentation. Hein. Il est président pour la présentation, mais le Premier ministre a plus de pouvoir que lui. Après, comme je te dis, il faut vraiment... comme je dis aussi dans le bouquin, il faut bien voir le fait que c'est un peu comme un combat de boxe, tout ça. Toutes les informations qu'on nous donne, on nous met un camp contre un autre. C'est un peu comme un combat de boxe avec un Don King en haut, quoi. Tu sais, tu as les deux combattants, les spectateurs, et puis les promoteurs. Les promoteurs, le Don King qui récupère la maille. Et en gros, c'est les spectateurs, les gens qui fantasment sur une passion autour de ce sport, mais ça pourrait être très bien autour d'une information particulièrement clivante. Si tu veux, il faut bien voir que il y a des intérêts partout. Et les intérêts, si tu veux, c'est les spectateurs qui perdent. C'est-à-dire que les deux boxeurs, ils gagnent, le promoteur, il gagne encore plus, et puis les crédules qui y croient, qui payent leur place, etc., eh ben, ce sont les spectateurs. Essayons de prendre du recul un petit peu tout ça et analysons justement sur MetaTV, ayons une analyse un peu métapolitique qui sorte un petit peu de tout ça et de voir quels sont les intérêts en jeu, le fameux cui bono, suivez l'argent, qui a intérêt, qui a intérêt, voilà, qui profite du crime, qui a intérêt à cette information. Par exemple, les Panama Papers. Bon, allez, hormis tout ce qui peut tourner autour des paradis fiscaux, très bien, bon, ok. Allez voir sur leur site, quoi. Mais c'est clairement un marketing de l'information, quoi. C'est un produit marketing d'information. Tu vas voir leur site, tout est... ça saute de partout, et puis au final, si tu veux avoir le vrai biscuit, l'information justement sur les paradis fiscaux, eh ben tu les trouves pas. Moi j'ai essayé de les chercher, j'ai réussi à avoir peut-être 100 et quelques mégas, mais des fichiers en XML avec tout un tas de noms, de tableaux qui n'en finissent plus, mais il n'y a rien, il n'y a pas de biscuit intéressant, quoi. Et en plus, bon, évidemment, c'est financé par USAID, par Soros, par l'intermédiaire de diverses
think tank et autres. C'est pas subtil, quoi, si tu veux. C'est toujours un peu la même méthode. On crée un gros boom. On parle de... Dans les Panama Papers, de quoi on a parlé? On a parlé des 2,6 Tera d'informations. Ouais. Mais elles sont où? Elles sont où, ces informations? J'aimerais bien pouvoir les télécharger. Moi, j'ai les Tera, tu vois. J'ai les Tera pour télécharger. Donc, j'aimerais bien pouvoir les télécharger. Mais on les voit pas. Alors que, par exemple, si tu vas sur les war logs d'Assange ou sur les dommages collatéraux, les collateral murders, enfin tout ce qui est toutes les informations qu'ont pu donner Assange et donc Snowden et Chelsea Manning, bon bah les informations on peut les avoir, on les voit les war logs. Si vous cherchez les war logs sur WikiLeaks, vous les trouvez. Vous trouvez les vidéos aussi où ils engagent. Voilà. Tu vois ça avec les journalistes. Les journalistes qui se font dégommer, les journalistes sarakiens. Bon bah moi, je demande à vérifier les informations, mais aujourd'hui, c'est pas leur problème. Ils sont là avec les Panama Papers, ils étaient là pour faire un produit d'information. On est vraiment, là encore, on y revient à ce que dit Francis Cousin. Hein. C'est le fétichisme de la marchandise qui est appliqué à l'information, à la propagande de l'information aujourd'hui. C'est le fétichisme de l'information. On crée des documents au service d'une idéologie étatique. Alors, j'ai relevé aussi que tu parles évidemment du point de vue de la mondialisation, de la concentration, on va dire, des zones géographiques sous l'égide souvent d'organisations supranationales qui est en train de se faire. Évidemment, l'Union européenne en est un exemple pour tout le reste de la planète, mais il y a d'autres zones, effectivement, de la planète. J'ai presque envie de dire, d'ailleurs, toutes les zones connaissent ce phénomène d'unification à travers l'OUA, l'ASEAN, l'UNASUR, etc. Ouais. Toutes ces organisations. Toi, dans ton livre, volontairement, est-ce que tu as omis de parler des migrants, des problèmes sociaux, tout ça? C'est fait exprès aussi? J'en ai parlé quand même des migrants. Un petit peu. Ah, il me semble. Je parle du problème de Libye, du fait que tu parles, Kadhafi. Sous l'aune de la Libye. Après, moi, quand je l'ai écrit, là encore, si tu veux, je pouvais pas tout réécrire, mais si je parlais à un moment du nombre de migrants, alors ça s'appelait... Moi, je parle de flux migratoires, parce qu'en géopolitique, c'est ça qui est important, c'est les flux migratoires, si tu veux, déjà dès les dynasties assyriennes, déjà dès l'Empire assyrien, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait déjà des flux migratoires destinés à déstabiliser des régions entières. Sun Tzu aussi en parle dans l'art de la guerre il y a 2500 ans. Je veux dire, tout ce qui est les flux migratoires ou l'infiltration ou les complots, ça existe déjà depuis... depuis 2500 ans, Sun Tzu en parle, quoi. Et les flux migratoires, si tu veux, ça a été régulièrement dans l'histoire utilisé pour déstabiliser des régions complètes. Notamment, par exemple, la prise de Constantinople en 1453, je crois. Ouais, c'est ça. Ça a été aussi, ce qui a été fondamental dans l'après-monde, si tu veux, le fait que l'ensemble des nations avec des navires, une flotte marine, une flotte importante, comme les Anglais, les Français, l'Espagne et le Portugal, le fait qu'ils partent justement chercher leur bonheur sur les mers, c'est que l'Empire byzantin a coupé les routes de la soie et la route des épices, qui amenaient par la terre les épices d'Inde, de Chine et compagnie. Donc c'est ça qu'il faut voir, si tu veux, c'est qu'il y a toujours des raisons de ressources énergétiques, des raisons géopolitiques. Il y a toujours des raisons derrière l'engagement de flux migratoires, si tu veux. C'est pas anodin. Pour moi, si tu veux, Kadhafi, clairement, il stoppait l'arrivée de migrants, il les gardait, et en plus il s'en vantait. Il gardait la migration. Oui, parce qu'il touchait de l'argent de l'Union européenne. Il touchait il demandait 10 milliards par an, quelque chose comme ça. Et puis il a redemandé un sommet, je ne sais plus le nom, le sommet Union européenne-Afrique, quelque chose comme ça, à Marrakech, en 2010. Et en 2011, le mec il se fait tuer, quoi. Parce que je pense qu'il commençait à coûter cher, quoi.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que fait Erdogan? La même chose. La même chose. Il ne demande que 3 milliards. 3 milliards par an, voilà, pour justement créer un tampon pour pas qu'il y ait des terroristes qui arrivent. Sinon, les méchants... Donc, là encore, si tu veux, les migrants, il y a des aspects économiques derrière, il y a des aspects d'influence, il y a des aspects géostratégiques. Mais je parle quand même des migrants, du nombre de migrants qui sont tués justement dans la mer Méditerranée, parce que c'est organisé, là encore, les passeurs, ils touchent de l'argent. Ils touchent non seulement de l'argent, mais il y a ils sont aidés aussi, tu vois, il y a tout un tas de choses qui font que c'est pas spontané, là encore. Tu vois. Oui, il n'y a rien de spontané, parce que je ne sais pas si tu as des infos aussi dans ce sens, mais beaucoup parlent aussi encore de la main de Soros, de ces ONG qui facilitent le transit, parce que aussi tout ça est financé, et puis c'est pas très clair. Les Open Society Foundation. Oui, voilà, parce que les États d'Europe centrale, visiblement, que ce soit la Macédoine, la Croatie, la Serbie, la Slovénie, tous ces États, visiblement, touchent de l'argent pour faire transiter les migrants, donc via des voies de chemin de fer, etc. Donc c'est pas clair. Précisément, pas très clair. C'est difficile d'aller... Et puis il y a tellement de sujets aujourd'hui. Comme je te dis, on est saturé d'informations, donc il y a un moment, il faut arriver à trouver le temps, à la fois peut-être pour ceux qui ont un travail, ceux qui ont une famille, et puis on a tellement d'informations à chercher partout. C'est compliqué, quoi. Il faudrait vraiment que chacun se... Enfin, c'est compliqué d'aller chercher toutes les informations, mais... quand j'ai écrit ce bouquin, c'était pas encore le boom médiatique de la crise migratoire, la crise des migrants. Oui, la crise des migrants, voilà. la fameuse crise des migrants. La fameuse crise des migrants. Mais j'en parle quand même avec... Oui, tu l'évoques avec le cas Kadhafi. Kadhafi, et de toute façon, c'est une des conséquences, cette et puis destruction de la Libye. Surtout, ça a toujours existé, quoi. Il y a un moment, arrêtons de dire complot, machin. Je veux dire, les mouvements, les flux migratoires de personnes, d'un État ou d'une région ou d'un pays à l'autre, ça a toujours existé. Les histoires des empires, ça a toujours existé. Voilà. Et c'est toujours eu des conséquences. Oui, toujours. Alors, on va faire la pause. Oui, c'est l'heure de la pause. Comme ça nous laisse le temps ensuite de répondre à toutes les questions des métanotes. En très bien. Partie. Très bien. La régie, elle est prête. Je vais me faire appeler l'invité, c'est bien. Voilà, exactement. Vous posez vos questions à l'invité. Parce que l'invité, des fois, ils sont très méchants. Mais là, ils vont être gentils, je le sens. Je n'ai pas été voir. Vous n'êtes pas obligé de vous voyez. Hein. Non, si. Non, ça va. Bon, je ne veux pas déroger au protocole. Alors, à part les filles, allez, les filles, vous avez le droit. Bon, on va faire la pause et puis on revient juste après pour la série de questions. Voilà, c'est la libre antenne, à vous la régie.